Salut et bienvenue à Dubaï. Oui, on rentre tout de suite dans le dur pour ce nouvel épisode de la série de podcast Vivre à de françaisdanslemonde.fr. Parce qu'il y a beaucoup à dire, parce que Dubaï est unique et parce que je ne connais pas du tout et j'ai envie d'en savoir plus très très vite. Au sommaire, les infos d'Artus, dans un instant pour un premier aperçu de ce qu'il faut savoir sur Dubaï en 3 minutes. Ensuite, la visite touristique qui va bien, suivie d'une dégustation de raclette dubaïote. Oui, c'est possible et ce sera un peu la surprise de cet épisode dans quelques minutes aussi. Et puis on parlera culture locale et de plein d'autres aspects de la ville également. Le tout grâce à notre guide de la semaine, Laura Vessier-Bréau, qui vit à Dubaï depuis 8 ans. C'est parti pour une demi-heure de dépaysement total. Vous vivez dans une ville que vous aimez ? Témoignez dans cette émission. Contactez-nous via la page Contact sur le site françaisdanslemonde.fr. Bonjour Laura, comment vas-tu ? Bonjour Olivier, ça va très bien, merci et toi ? Très bien, merci, très content de t'avoir dans cet épisode. Bienvenue dans Vivre à Dubaï, nouvel épisode de notre série de podcasts qui vous en dit plus sur les villes du monde les plus plébiscitées par les Français expats. Mais bon, là c'est toi en fait qui devrais nous souhaiter la bienvenue à Dubaï puisque ça fait à peu près 8 ans que tu y habites. Tout à fait, oui, j'allais le dire, bienvenue à Dubaï. Oui, ça fait, je vais fêter pour être exact mes 9 ans le 8 avril prochain. Wow. Ça commence à faire, le temps passe très vite déjà, le temps passe vite en général, mais il passe encore plus vite à Dubaï. Alors comment t'es arrivé à Dubaï ? Parle-nous un peu de ton parcours. Alors moi donc je suis arrivée à Dubaï il y a 8 ans pour rejoindre mon amoureux qui est maintenant devenu mon mari. Donc, je suis un peu partie par amour, disons. C'est une bonne raison. Voilà, donc j'ai rejoint mon Sébastien. Et du coup, c'est comme ça qu'a démarré mon aventure et mon histoire, ma deuxième histoire d'amour, entre guillemets, avec les Émirats Arabes Unis et plus particulièrement avec Dubaï. D'accord, très bien. Tu vas nous en dire plus tout au long de cette émission. Tu vas donc nous guider dans Dubaï pendant environ une demi-heure. Et on attend tous tes conseils et ton point de vue avec impatience. À tout de suite, Laura, juste après les infos d'Artus. Les infos d'Artus. Vivre à... Le tour de Dubaï en 3 minutes avec Artus, c'est maintenant. Salut Artus. Salut Olivier. En quelques décennies, Dubaï a connu une sacrée métamorphose. La ville est passée d'une petite bourgade émirati à un écrin luxueux et verdoyant. Mais dans cette nouvelle émission, nous allons nous concentrer sur le havre de paix qu'est Dubaï pour plusieurs milliers d'expatriés. Située entre le golfe Persique et le désert du Kharvide, une chose est sûre, la ville de Dubaï est très appréciée des étrangers. Figure-toi Olivier qu'à Dubaï, c'est près de 75% de la population qui est de nationalité étrangère. Ça représente plus de 7 habitants sur 10. C'est énorme. Côté français, la diaspora tricolore se développe énormément, surtout depuis la fin de la pandémie du Covid-19, au point d'atteindre l'année passée 25 000 personnes. 25 000 personnes dans la Cité d'Or, un petit bout de paradis artificiel situé à 7 000 km de l'Hexagone. Ça peut paraître étonnant. En réalité, les Émirats mènent depuis quelques années une politique séduisante visant à attirer les expats et à les encourager à contribuer au développement de la ville. Intéressant tout ça, j'imagine donc qu'il y a beaucoup d'avantages pour les néo-expats ? Tout à fait Olivier, c'est vrai que l'administration dubaïote met plein de choses en place depuis plusieurs années pour séduire les expats. Premier élément attractif, c'est les visas. Il y a pas moins d'une dizaine de visas disponibles pour séjourner aux Émirats. Le Golden Visa d'une durée de 5 à 10 ans pour les entrepreneurs et investisseurs. Le Green Visa pour une durée de 5 ans pour les cadres ou encore le Golden Retirement de 5 ans pour les retraités. Peu importe votre situation, je suis sûr que vous trouverez un visa pour votre cas. C'est excellent, même les visas et la retraite sont en or là-bas. Et comment on obtient ces visas pour Dubaï alors ? Il y a des choses à savoir ? En effet, il y a plein de choses à savoir concernant le processus d'obtention du visa. Le système à Dubaï est un petit peu différent. La majorité des titres de séjour s'obtiennent grâce à un système de sponsoring. Grossièrement, au Moyen-Orient, le sponsoring, c'est un processus réalisé par un individu ou une entreprise émirati, peu importe. Et donc, ce tiers va jouer un rôle de tuteur et de garant. Il va se charger, par exemple, des travaux administratifs, de l'ouverture de votre compte bancaire et même, il va vous aider à signer votre premier contrat de logement. Ah oui, c'est important ça quand même. Tout à fait, c'est vrai que la quête du sponsor peut être féroce étant donné que le sponsor est primordial pour entamer une nouvelle vie dans le pays. Après, pas d'inquiétude, dans la grande majorité des cas, si vous trouvez un travail sur place,
ce sera votre employeur qui jouera naturellement le rôle de sponsor. À noter que depuis la fin de la pandémie du Covid, l'administration Dubaï Hot a assoupli ses règles et pour plusieurs visas, comme le Green Visa, le visa de télétravail ou encore le visa freelance, vous pouvez devenir tout simplement votre propre sponsor. Plutôt pratique. En effet, et deuxième élément pour séduire les expats, Artus, la fiscalité. Et oui, les expats bénéficient tout simplement d'un impôt de 0% sur leurs revenus, mais également d'une réduction d'impôt sur les dividendes. Autre élément plutôt sympathique, c'est le fait que la ville de Dubaï a établi des zones franches et des parcs technologiques offrant des incitations fiscales, une réglementation assouplie et des infrastructures modernes pour pouvoir y accueillir des entreprises étrangères. 0%, ça fait rêver ça. Hein. Et enfin, dernier élément, la qualité de vie. En effet, c'est une ville multiculturelle dotée d'une architecture à couper le souffle, de services de santé de qualité et d'une multitude d'activités. C'est aussi une ville qui a un taux d'ensoleillement de 340 jours par an. Bref, s'expatrier là-bas, c'est tout simplement la garantie d'un dépaysement. Voilà, ça fait rêver, c'est tout pour moi. À très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup Artus. Retrouvez Vivre A en replay françaisdanslemonde.fr. Nous sommes à Dubaï cette semaine avec notre guide Laura et selon la tradition, on commence par jouer un peu aux touristes dans la ville en visitant les essentiels avec toi. Laura, que doit-on absolument faire en premier quand on arrive à Dubaï ? Alors, que doit-on faire ? Il y a quand même pas mal de choses à faire, mine de rien, parce qu'on a des a priori sur Dubaï, comme quoi c'est une ville ultra moderne, qu'il n'y a que des gratte-ciel ou des plages artificielles. Alors oui, bien sûr, Dubaï c'est ça, mais pas que. Donc je dirais, allez, en incontournable, bien évidemment, la Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde. Ouais. Donc c'est, alors, monter en haut de la tour, je trouve pas que ce soit mandatory, mais bon, why not ? Parce que tu as une super belle vue sur une grosse partie de la ville, notamment à 360. L'intérêt, c'est de le faire au coucher du soleil pour avoir une jolie lumière. Après, sinon, donc Burj Khalifa, tout le coin Burj Khalifa, Dubai Mall, sur les fontaines qui sont un peu comme les fontaines de Las Vegas, mais beaucoup plus impressionnant. Bien sûr, comme tout le reste. Et voilà. Il y a l'Opéra de Dubaï aussi qui est absolument magnifique. Donc je dirais premier incontournable. Après, tu as bien évidemment la palme Jumeirah, donc qui a été construit avec ses différents croissants sur le côté. Donc il y a différentes façons de visiter entre guillemets, parce que bon, tu visites pas vraiment la palme, mais notamment t'as à Marina en fait différents hôtels avec des bars en fait très sympas où tu peux avoir une vue vraiment spectaculaire sur la palme parce que c'est quand même c'est un incontournable, c'est un des symboles en fait de la ville. Donc il y a notamment le nouvel hôtel The Address Dubai Marina d'Ibiar où tu as du coup un bar et restaurant où tu as vraiment une vue spectaculaire sur la palme. C'est vraiment magnifique. Et pareil, le faire au coucher du soleil parce que tu as une lumière absolument sublime. On voit au-delà de la ville quand on est en hauteur ? Ça dépend à quel niveau. On voit loin, mais tu vas pas voir dans le désert. Parce que en fait, Dubaï, c'est très grand, c'est très, très étendu. Tu es de Burj Khalifa, tu vas voir jusqu'à Marina. Et après, si Marina, tu peux voir un petit peu au-delà de Jebel Ali qui est dans le désert, mais tu vas pas voir les dunes. D'accord. Donc voilà. Après, autre incontournable. Donc là, je te donne vraiment les symboles qu'on a en fait quand on voit Dubaï à la télévision ou en ligne. Donc c'est le Burj Al Arab, un des hôtels emblématiques de la ville. Donc tu sais ce bâtiment en forme d'espèce de voile en fait. Oui, bien sûr, oui. Un incontournable. Donc là par contre, pour accéder à l'hôtel, il faut avoir une réservation soit dans un des beach clubs ou sinon dans un des restaurants parce que sinon c'est fermé. En fait, tout le monde ne peut pas accéder à l'hôtel parce que c'est un hôtel ultra luxe. Donc voilà, mais tu peux le voir en fait de la rue. Après, sinon, autre activité assez sympa à faire, c'est faire du bateau, louer un bateau et se balader du coup de Marina et après suivre toute la côte, faire toute la côte. Ça permet d'avoir une jolie vue en fait sur les différents points de la ville. D'accord. Donc ça, c'est aussi très sympa à faire. Après, autre incontournable, c'est le Bourg Dubaï / Vieux Dubaï, où tu as tous les souks en fait. Donc le Gold Souk, Spice Souk. Tu as aussi le coin où tu as tout ce qui est Al-Faidi, où c'est vraiment le vieux Dubaï, tout le long de la crique en fait, où tu peux prendre aussi un vieux bateau,
pour te déplacer d'une rive à l'autre et d'un souk à l'autre. Ça, c'est une info pour moi. Donc, il y a encore, à l'heure où on parle, un vieux Dubaï. Oui. Et c'est vrai qu'on a, on a un peu du mal à s'imaginer un vieux Dubaï, parce que c'est quand même un quartier qui nous donne une idée de comment Dubaï était avant, vraiment. Alors, quand je dis vieux Dubaï, encore une fois, je vais mettre les guillemets, Ouais. parce que faut rappeler quand même que Dubaï, c'est sorti de terre. Hein. Il y avait rien, c'était du sable, du Exactement. désert. Les Émiratis étaient aussi, des Bédouins. Hein. Il y a de ça, très très longtemps. C'est vraiment une ville qui est sortie de terre, donc on dit vieux Dubaï parce que c'est l'un en fait des premiers quartiers qui a été créé. Ouais. Ça s'appelle Bourg Dubaï. Donc c'est un coin où tu as une population, tu as des gens en fait qui vivent. C'est plutôt le quartier un peu indien, pakistanais, philippin. Et c'est là aussi où tu as les souks en fait de la ville. Donc je dirais pas que c'est authentique parce que tu as toujours quand même des souks qui ont été construits, tu vois, un peu après en mode un peu plus moderne. Mais tu as quand même une vibe parce que tu as vraiment énormément en fait de nationalités, de différentes cultures qui se mêlent. Par exemple, tu as le coin où tu as une communauté indienne qui est très forte, tu as un temple hindou que tu vois pas vraiment mais qui est un peu caché. Et au moment des fêtes, là, il y a pas longtemps, c'était Diwali. C'est une fête très importante pour la communauté indienne et c'est décoré, t'as plein de fleurs partout, ça sent l'encens, ça te transporte vraiment dans un univers. Mais c'est pas un quartier émirati, c'est pas un quartier local. Alors il y a des Émiratis, des locaux, mais on dit vieux Dubaï parce que c'est le premier quartier en fait qui a été créé. Et t'as une ambiance souk avec le musée de la ville, voilà, qui est là, le musée de Dubaï, où t'as toute la retranscription de l'histoire de la ville, l'histoire des Émirats aussi, parce que Dubaï, c'est un des Émirats. Il y a 7 Émirats. T'as le pays, du coup, les Émirats Arabes Unis, la capitale qui est Abu Dhabi. On l'oublie bien souvent, mais la capitale c'est Abu Dhabi, c'est pas Dubaï. Et après, tu as les autres Émirats. Et du coup, dans ce musée, l'histoire des Émirats Arabes Unis est notamment expliquée. Tu peux également, il y a 2-3 restaurants émiratis où tu peux manger des plats traditionnels par terre, parce que ici, on mange aussi par terre. Donc voilà, ça, donc, vraiment, là, je t'ai fait, c'est les incontournables. Ouais. Ensuite, tu as aussi le dernier incontournable, mais un autre qui est bien évidemment une excursion dans le désert, qui est un mandatory. Quand tu viens ici, tu viens à Dubaï, il faut absolument faire du désert. Donc du coup, dans le désert, il y a plusieurs types d'excursions. Moi, je recommande à chaque fois des gens, si les gens veulent aller te faire un dîner féerique sous les étoiles dans le désert, il y a un endroit qui s'appelle Sonara, qui est absolument magique. Donc, ils prennent tout en fait en charge. Ils vous donnent un point de rendez-vous. Vous allez à ce point de rendez-vous dans le désert et après, on vous emmène en 4x4 sur le camp en fait au coucher du soleil. Donc, vous buvez un petit apéro fin de journée. Vous pouvez aller vous promener dans les dunes. Il y a aussi différentes activités qui sont proposées. Du dromadaire, les faucons, etc. Et après, possibilité de dîner. J'en dis pas plus, mais le spot est vraiment magnifique. Et il y a après des animations tout au long de la soirée et c'est vraiment magique. Donc, Sonara. Et ensuite, il y a un autre organisme que moi aussi j'ai fait personnellement, Platinum Heritage. Et là, c'est encore d'autres choses. Donc, ils proposent notamment des tours dans des vieilles voitures Range Rover dans le désert, dans une réserve naturelle. D'accord. Donc, des petits tours dans les dunes. Il y a possibilité de voir des oryx notamment, des gazelles. Et après, il y a un dîner vraiment traditionnel arabe émirati dans un camp hyper sympa avec un feu. Enfin, c'est vraiment très très beau. Et ils proposent également des tours en montgolfière. Excellent. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez sympa à faire. Donc par contre, il faut se lever très tôt. En fait, ils viennent vous chercher et après on a 1h30 de route, je crois, pour jusqu'au point de rendez-vous, pour ensuite embarquer et c'est au lever du soleil. Et après, il y a un petit déjeuner également qui est proposé dans le désert. Et ça, c'est aussi vraiment, c'est magique. Parce que le désert, c'est tellement incroyable. Moi, je trouve que quand on va dans le désert, nous, on y va encore de temps en temps en balade ou juste pour y aller en fin de journée. Et c'est le silence, en fait. Ça doit être frappant par rapport à l'ambiance de la ville, justement. Ouais. Le silence. Et nous, on est même pas 1 heure d'un spot qui est hyper sympa et qui nécessite même pas forcément d'avoir un 4x4 spécial pour rouler dans les dunes. Mais c'est le silence du désert qui est absolument incroyable.
Alors on est d'accord que quoi qu'on fasse, ou presque à Dubaï, ville ou désert, c'est des paysans de toute façon, non? Ah, tout à fait. En fait, moi, c'est ce qui continue de me frapper aujourd'hui, c'est que c'est une ville, on dit New York, la ville qui ne dort jamais, mais en fait, c'est Dubaï. Donc voilà. Et puis, au niveau de la ville en elle-même, en fait, ça ne s'arrête pas. Ouais. Et puis, ils n'ont pas fini. Hein. Ils ont des projets pharaoniques, des projets de dingue, et ils sont hyper ambitieux. Donc, c'est la ville en elle-même et des paysans. Vertigineuse, je dirais surtout avec la Burj Khalifa qui ressemble vraiment à une aiguille dans le ciel. Elle est vraiment, moi, je la trouve vraiment sublime, cette tour. Et après, bien évidemment, toute la partie désert. Et ensuite, il y a aussi tous les autres Émirats parce qu'il y a aussi la partie Ras Al Khaimah qui est très montagneuse. Il y a quand même pas mal de choses à voir dans le coin. Et tout ça, c'est à une distance raisonnable de Dubaï. Oui, Ras Al Khaimah, pardon. On est à 1 heure de voiture. Alors, avant de passer à autre chose, je reviens sur un mot-clé que tu as mentionné au tout début, et je m'en doutais, c'est superficiel. Bon, alors on a une meilleure idée de la ville désormais, mais est-ce que quand on y habite ou quand on s'y balade, on a l'impression de ce côté superficiel justement, ou c'est quand même suffisamment bien fait pour ne pas avoir cette impression? Moi, je ne l'ai pas parce que j'habite dans un quartier où je vais quasiment tout à pied, où je vais à la plage à pied, où je fais mes courses à pied, et c'est un coin où j'ai pas de building, j'ai pas de gratte-ciel, et je me sens pas du tout justement happée par tout ce qui est les hôtels de luxe, parce que je vis dans un endroit où on est on est dans notre cocon en fait. Ouais. Ok, une belle première approche avec déjà plein d'infos sur comment bien visiter Dubaï, Laura, et ses environs. Mais c'est pas fini, on va aborder l'aspect culturel et plein d'autres choses encore dans quelques minutes. Le temps d'une parenthèse insolite. On part manger une raclette à Dubaï parce qu'avec 45 degrés, parfois le fromage fond beaucoup plus vite, donc ça peut être utile. Et je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Oui, je connais très bien Maison du Four, Rodolphe et Alix. Je suis moi-même cliente et j'achète mes fromages à raclette chez eux. Mais ils font pas que de la raclette. Ils font aussi plein d'autres choses. Ils ont plein d'autres produits de très grande qualité. Et nous, en tant que Français, on adore. Ça nous fait sentir comme à la maison, comme en France. Ils vont tout nous dire maintenant avec Gauthier, justement. Français dans le monde. Le podcast. Tendez bien l'oreille, dans ce podcast, nous allons vous proposer de manger une raclette française à Dubaï. Oui, tout est possible aujourd'hui. Bonjour Alix, bonjour Rodolphe. Bonjour Gauthier. On revient un peu en arrière tous les deux. On retourne en Savoie pour Alix. Tu es né en Savoie près du lac du Bourget. Il va y avoir les études. Tu connais Rodolphe à 13 ans, tu le connaissais déjà, celui qui allait devenir ton futur mari. Exactement. On s'est rencontrés en fait. On était dans la même école. Donc on avait un ami en commun et comme Rodolphe et cet ami en commun étaient un peu des cancres, ils ont tous les deux redoublé l'un après l'autre et en fait Rodolphe s'est retrouvé dans la classe de l'autre, l'autre dans la classe et il y a une chaîne d'amitié qui s'est créée donc on se voyait comme ça grâce à cet ami en commun qui est d'ailleurs... Le canc en question est devenu le parrain de notre fils. Au passage, disons-le, il va être content d'ailleurs qu'on parle de lui dans ce podcast. Et c'est notre témoin de mariage, enfin le témoin de Rodolphe, donc c'est toujours notre ami, malgré toutes les années, et puis voilà. Et quant à Rodolphe, né à Paris, tu as beaucoup aimé être en Bourgogne, et ça peut se comprendre, c'est une jolie région française. Vous vous retrouvez à Paris un peu plus tard, vous êtes en couple aujourd'hui. Alix va avoir une envie d'expatriation. Tu sais expliquer pourquoi tu as eu envie de proposer de partir à Bangkok, en Thaïlande, avec ton amoureux? Alors, j'ai pas mal la bougeotte. Je pense que c'est un virus inoculé par mes parents qui ont eu eux aussi la bougeotte et qui l'ont toujours d'ailleurs. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit qu'après mes études, je souhaitais partir. Alors, j'ai pas une explication très rationnelle, c'était juste une envie d'aller loin. Et l'Asie en particulier, parce que c'est toujours été un continent apprécié. Et j'ai réussi à convaincre Rodolphe
je ne sais plus comment, sans doute l'amour était plus fort, de me suivre à Bangkok avec une valise chacun et un aller simple et pas beaucoup d'argent en poche. Mais ça a fonctionné. Et ça fait de bons souvenirs aujourd'hui. Exactement. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté la Thaïlande pour Dubaï ? Alors, c'est un peu moi qui ai dû, entre guillemets, précipiter ça, mais j'ai travaillé dans l'hôtellerie à Bangkok, en Thaïlande, en food and beverage dans l'hôtellerie. Et puis, Bangkok est une ville, en fait, très avec un climat politique très instable et régulièrement, pendant tous les 2 ou 3 ans, un putsch militaire, des couvre-feux, etc. Donc l'hôtellerie on a énormément pâti et moi je me suis retrouvé sans boulot un peu du jour au lendemain à cause de ça. J'ai cru que j'allais retrouver tout de suite parce que je pensais que les manifestations ça durait pas, mais ça a duré des mois et même l'offre qu'on a pu me faire à un moment on me l'a retirée en disant que finalement il n'y avait pas de position possible. Donc ça a accéléré un peu notre départ parce qu'à un moment il a fallu aller chercher ailleurs parce que moi je ne trouvais plus. Et voilà, et c'est dans ce contexte-là que on a commencé à chercher dans quelle ville on pourrait aller où moi je trouverais un nouveau boulot avec plein de nouvelles possibilités et où Alix pourrait elle-même aussi trouver quelque chose et qu'on ne se retrouve pas dans la situation inverse où c'est moi qui trouve et plus Alix. Alors, si mes informations sont bonnes, au passage, je salue Tiffaine, votre responsable com avec qui j'ai préparé cette interview. En 2016, Rodolphe, tu vas créer la Maison du Four avec 2 F, petite entreprise. On commande en ligne et tu livres des produits français aux Français expatriés à Dubaï et aux autres, tous ceux qui ont envie de bien manger, grosso modo. Et tout ça va prendre une autre dimension pendant le Covid. Le Covid où on s'est tous retrouvés enfermés chez soi, bloqués et contre toute attente. Et comme dans pas mal de business, Stéréochic est aussi né grâce au Covid, c'est une drôle de phrase, mais à l'occasion du Covid, il y a eu une explosion des ventes de la Maison du Four. Oui, absolument. En fait, voilà, on l'a dit, les gens étaient chez eux, donc ils travaillaient de chez eux, ils étaient chez eux en famille. Il y a un peu moins d'activités forcément. Il faut chercher des activités à faire chez soi. La cuisine, c'est quand même probablement le premier truc auquel on pense quand on est chez soi et qu'on est un peu bloqué. En plus, c'est forcément quelque chose d'assez réconfortant. De bien se nourrir et de préparer des bons repas, ça reste quelque chose de réconfortant. Donc naturellement, de toute façon, le trafic s'est porté sur des sites comme les nôtres, très vite, très fort. Paradoxalement, d'ailleurs, alors on n'était pas encore en lockdown, les gens se sont mis à commander de manière, d'un jour à l'autre, de manière énorme, suite aux annonces d'Emmanuel Macron de confinement en France, alors que même nous n'étions pas encore confinés et que l'on n'était que 2 semaines après. Mais donc ça, c'est marrant parce que notre clientèle qui était quand même très majoritairement française à ce moment-là, s'est portée sur l'idée qu'ils allaient de toute façon rester enfermés chez eux. Et puis ça a amené beaucoup de gens nouveaux. Simplement, il n'y a pas que les Français qui vont chercher effectivement à bien se nourrir pendant cette période. Plein de gens, plein de toutes les nationalités. C'est le côté sympa de Dubaï, c'est que ça réunit à peu près toutes les nationalités du monde sur une ville de 3 millions d'habitants, donc c'est en tout cas sur notre pays de 10 millions en tout cas avec les Émirats et donc beaucoup de nouvelles clientèles avec du coup un ratio de clients français qui était probablement de 75 à 80% avant le Covid et qui aujourd'hui, après pas d'un mois sur l'autre, mais aujourd'hui après 2 ans de travail assez acharné, doit être de l'ordre de 40% de Français et 60% d'un mix de nationalités et de tout genre. Alors auditeurs expatriés, si la charcuterie et le fromage français vous manquent, fermez tout de suite la radio, coupez immédiatement, basculez sur une autre radio parce que là vous n'allez pas supporter ce qui va arriver. On s'est promené sur le site de la Maison du Four, tout ce qu'on aime, les bons fromages, les bons yaourts, de la charcuterie, du pain, on trouve de tout. Comment vous faites déjà pour vous alimenter avec ces produits à destination de Dubaï? Et autre question, on le disait tout à l'heure, aujourd'hui il fait 45 degrés chez vous, comment vous gérez la livraison? Alors, nous, on a fait un choix depuis le départ, même si ça a été plus ou moins linéaire, de sourcer nous-mêmes nos produits.
Donc, la majorité de nos produits, on les source nous-mêmes. On a des relations personnelles avec nos producteurs et fournisseurs. Donc, la majorité est en Europe. Je dis Europe, même si la plus grosse majorité c'est la France, mais on a aussi des Belges, des Suisses, des Luxembourgeois et des Espagnols, donc c'est important. Et un peu d'Italien, on espère agrandir. Et on se fournit aussi localement, on travaille avec des entrepreneurs locaux. C'est important pour nous, ça nous tient à cœur de travailler avec des gens ici. Donc ça, c'est nous qui sourçons nous-mêmes et on gère la logistique avec un importateur assez connu qui s'appelle Bolloré, qui s'occupe de nos shipments. Donc on a des shipments aériens et maritimes. Et pardon, excuse-moi, tu m'avais dit la deuxième question. Et la deuxième étape, c'est quand vous livrez chez le client. Je suppose que vous avez tout un système pour garder tout ça au frais. Oui, en fait, ça a toujours été plutôt facile. C'est vrai que c'est une question qui a été très récurrente chez nos clients. On n'a jamais tellement de soucis. On s'est équipé de camions bien franchouillards, le petit forestier, avec un bon système de réfrigération et de congélation. Donc, on a même des produits surgelés. Donc, ça, c'est pas un souci pour nous. Et après, notre transporteur, le Bolloré, depuis la France, il gère ça avec des températures positives ou négatives en fonction du produit. On récupère ça dans un ballon réfrigéré, dans un frigo freezer, et on livre avec des camions équipés pour. Vous êtes installé dans un quartier industriel en plein centre de Dubaï. C'est Al Quoz, c'est ça ? Oui, absolument. C'est une zone un peu à part parce que c'est une zone de hangar en semi ou petite industrie, plutôt storage, et qui est en plein milieu de Dubaï. Et il y a 13 salariés maintenant. 13 salariés plus nous deux, Alix et moi, exactement. 15 personnes en tout. Eh ben la maison du four s'est agrandie. Absolument. On espère que ça va continuer. C'est normalement supposé passer plutôt aux alentours de 19 personnes d'ici la fin de l'été. Alix Rodolphe, la France est quand même un peu loin. Vous la suivez du regard, vous suivez son actualité, vous écoutez sa musique, ou finalement vous êtes complètement intégré au rythme de Dubaï ? Alors, on peut dire que c'est un peu des deux. On a beaucoup de familles, donc c'est important pour nous de revenir chaque année. En plus, on a un petit garçon qui a besoin de connaître sa famille, donc on revient chaque été pour qu'il apprenne à connaître sa famille. Vous l'aurez compris, très famille tous les deux. C'est important pour nous. Et du coup, par essence, ça nous connecte à la France. Ça nous permet de garder des liens assez profonds avec la France. Et puis, on n'est pas parti parce qu'on avait un problème avec la France. On avait juste des envies d'ailleurs et de découvrir d'autres pays. Mais on sait qu'un jour, on reviendra avec plaisir en France. Et on adore la France et la représenter par nos produits, par les bonnes choses qu'on vend. Donc, c'est pas du tout une rupture d'être parti comme ça. Mais aussi, on a vraiment adopté Dubaï, qui est, on peut le dire, une ville vraiment agréable à vivre. On habite dans un oasis de paix avec des nationalités, des gens de tous les pays du monde qui vivent vraiment. C'est vraiment les gens vivent en harmonie, on est en sécurité, donc on est bien ici. On n'a pour l'instant pas de souhait de repartir tout de suite. Et j'ajouterais qu'on a effectivement la communauté expatriée française ici, ou d'une manière générale, plutôt pas que française du tout, a tendance à rester. On est toujours très surpris quand on arrive de voir que les gens sont là depuis déjà de nombreuses années et ils restent pour des longues, très longues périodes, souvent 3, 4, 5 fois plus longues que ce qu'ils avaient prévu à l'origine. Et on se fait du coup de vrais cercles d'amis au fur et à mesure du temps. Eh bien, bravo en tout cas pour la maison du four installée à Dubaï. Vous pouvez commander sur Deliveroo et InstaShop. InstaShop, on connaît pas ici chez nous en Europe, mais c'est très connu chez vous. Bon développement, vous nous tenez au courant pour le futur et au plaisir de vous retrouver sur cette antenne. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Bonne journée, à très vite. Vivre à chaque week-end. Zoom sur une ville d'expat avec Olivier Geoffry. Eh bien, elle était bien bonne cette raclette dubaïote. Je pensais pas dire cette phrase un jour d'ailleurs. Raclette
raclette, Dubaï. Pour moi, ça allait pas ensemble, mais bon, pourquoi pas. Bien, nous sommes avec Laura Vessier-Bréau, expat à Dubaï, pour tout cet épisode de Vivre à, consacré à Dubaï. Ça tombe bien. On s'est bien baladé tout à l'heure. Maintenant, on va s'intéresser à tout le reste, quelque part. La culture, par exemple. Culture en général, culture locale. Quelles sont les choses à savoir, Laura, pour mieux vivre à Dubaï quand on débarque? Des choses à faire ou à ne pas faire, par exemple? Bon, ça fait 8 ans que je suis là, hein, comme je te le disais. Justement. Moi, j'ai vraiment vu un retournement de situation, un changement au niveau de la culture locale, notamment, donc, on vit dans un pays donc, arabe, un pays musulman, donc il y a quand même des choses à savoir et à respecter. Quand moi je suis arrivée, les week-ends étaient vendredi, samedi. On travaillait le dimanche. D'accord. Il y a 2 ans, ils se sont alignés sur le reste, en fait, le reste du monde, donc l'Asie, sur les États-Unis, l'Europe. Et c'est le seul pays du Golfe qui a maintenant son week-end samedi, dimanche. Donc voilà. Après, au niveau des fêtes, disons là, par exemple, dans 3 semaines, c'est Noël. C'est comme si on était à Paris. Hein. Là, je suis allée faire mes courses ce matin. On vend même maintenant des crèches chez Carrefour. Ah oui. Je trouve ça incroyable parce que moi, quand je suis arrivée il y a 8 ans, je suis arrivée, je crois, 2 mois après, c'était le Ramadan. C'était une expérience de vivre le Ramadan à Dubaï il y a 8 ans. Tu t'arrivais, t'allais au mall, par exemple, il n'y avait pas de musique. Tous les restaurants étaient fermés. Ou alors avec des gros rideaux noirs pour cacher les clients qui étaient en train de manger. Et du coup, comme tu es dans le pays, tu dois respecter en fait la loi, c'est la loi, donc tu ne dois pas manger ni boire en public. Et ça a changé aussi au niveau des règles du Ramadan? Oui, parce que maintenant, tu vas dans les malls, là, le dernier Ramadan, les restaurants étaient ouverts. Tout le monde mangeait aux yeux et aux vues de tout le monde. Et pareil sur la plage, pas du tout de restrictions. Alors, il faut quand même respecter un minimum, il ne faut pas non plus trop sortir et faire un pique-nique énorme sur la plage, par exemple. Mais c'est toléré. Avant, c'était pas du tout toléré. C'est toléré dans des coins touristiques ou un peu partout? Un peu partout. Bon, après, évidemment, tu ne vas pas boire ta bouteille d'eau au pied des marches de l'entrée de la mosquée, évidemment. Ouais. Donc une ouverture à ce niveau-là, et puis peut-être aussi un meilleur alignement pour le business. Définitivement, bien sûr. En plus là, cette année, le Ramadan, ça tombe au mois de mars. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pleine saison touristique. Donc, oui. Ils sont aussi obligés de s'aligner là-dessus parce que Dubaï vit du tourisme. J'allais te demander justement, tu as changé un peu ton attitude depuis que tu es arrivée à Dubaï en tant que femme? Non, franchement, Dubaï fait partie d'un des pays les plus safe au monde en général. Et en tant que femme, il y avait une étude qui était sortie. Moi, je n'ai jamais eu un problème. Je ne me suis jamais sentie en quelconque danger dans un taxi pareil. Je me suis jamais sentie mal à l'aise. Je me suis toujours habillée comme je voulais, tout en respectant, bien évidemment, bien sûr. Pareil, dans un mall, en tant que fille, tu vas pas habiller en mini-short ultra court dans un mall. Non, tu t'habilles en fonction d'homme, mais non, à aucun moment je me suis sentie mal à l'aise ou mal, et ça n'a pas de prix. Et par rapport au travail, tu travailles toi pour des clients dubaïotes ou pas? Et si c'est le cas, comment ça se passe? Est-ce que là aussi il y a des choses à savoir pour mieux faire du business, soyons honnêtes avec eux, ou c'est quand même assez ouvert là aussi? Alors moi donc je suis indépendante, je suis freelance depuis 2 ans maintenant. Avant j'ai travaillé en agence de com, donc j'ai jamais vraiment travaillé avec des Émiratis. D'accord. J'en connais, j'ai côtoyé, mais en direct, non. En revanche, j'ai travaillé beaucoup avec d'autres pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. Mais moi, là, mes clients principaux, donc, ce sont des startups qui ont été montées par des expats et pas mal de clients français ou francophones. D'accord, qui sont basés à Dubaï eux-mêmes ou qui sont un petit peu partout? Ils sont basés à Dubaï. Après, j'ai des clients qui sont basés à Dubaï ou sinon, j'ai des clients qui sont en France ou autre part, en Europe. Et monter ton entreprise sur place, ça a été compliqué? Très simple. Surtout moi, je vends des services. Alors, j'ai pas de point de vente, j'ai pas de stock, donc c'est très facile. En 1 heure. En une heure. C'est ça aussi la beauté de ce pays, c'est que tout est fait en fait pour se faciliter les choses. J'ai une licence en fait, une licence freelance qui me permet de pouvoir exercer mes services comme je veux et de pouvoir facturer.
Alors imaginons un de nos auditeurs, une de nos auditrices se dit en nous écoutant, j'ai vraiment envie de m'expatrier là-bas, ça me correspond, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ma prochaine étape. Est-ce que toi tu as des conseils par rapport à quand tu es arrivé toi-même, il y a 8 ans, de choses à connaître, de démarches qu'il faut absolument faire, des choses à ne pas faire encore une fois? Est-ce que tu as des conseils, des évidences à donner à ceux qui voudraient faire la même chose que toi? Dubaï, soit on aime, soit on déteste. Moi, ça a été compliqué au début parce que moi, je suis arrivée sans boulot en fait. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un job. Et à l'époque, donc moi, j'étais pas mariée, donc j'avais pas de visa. Et à l'époque, un visa touriste, c'était 1 mois. Donc je devais sortir du pays tous les mois. Donc ce qui faisait qu'on allait en Oman tous les mois, même juste pour passer la frontière et pour re-rentrer, pour que je puisse rester dans le pays. Et il fallait sortir du pays combien de temps pour que ça soit validé? Même 2 minutes. Enfin, c'est juste pour en fait. Oui. Moi, je te dis, soit on partait en week-end en Oman, ou sinon on faisait juste l'aller-retour à la frontière parce qu'on est à 1h30. D'accord. C'était juste en fait pour avoir mon tampon sur le passeport et pour pouvoir revenir. Donc voilà. Et puis bon, après j'ai eu un peu de mal à trouver un boulot qui me plaisait, à me plaire aussi à Dubaï. C'était difficile. Ma famille me manquait. Donc en fait, ça dépend vraiment dans quelles conditions vous venez. Si vous venez seul, si vous venez en couple ou si vous venez en famille avec des enfants. Voilà, c'est pas la même expatriation du tout. Ouais. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes expériences. Ça dépend aussi dans quel domaine en fait, quelle industrie. Chaque industrie est différente et ça recrute dans tel secteur, mais ça ne recrute pas dans l'autre. C'est beaucoup plus concurrentiel dans certains secteurs, moins dans d'autres. Donc il y a tout ça vraiment à prendre en charge. Donc en fait, il faut vraiment bien se renseigner. Il faut déjà venir avant, voir si la ville vous plaît. Venir aussi à une bonne période, ne pas venir en plein été, ne pas venir en plein mois de juillet, parce que sinon, alors là, c'est clair que c'est même pas la peine. Donc voilà, il y a vraiment quand même des choses à savoir, se renseigner. Il y a plein de groupes Facebook sur les différents médias francophones. Il y a le petit journal Dubaï. La radio des Français dans le monde. Oui, pardon, c'est vrai aussi. Donc voilà. Ok, Laura, je te remercie beaucoup d'avoir partagé toutes ces infos avec nous. Une question, la dernière en ce qui me concerne, que je pose souvent. Quels sont tes projets pour les prochaines années? Rester à Dubaï, partir ailleurs, ou t'es plus en mode on verra bien ce qui se présente? Non, pour l'instant on a prévu de rester à Dubaï et à la fois on verra bien ce qui se présente. Très bien. Mais merci beaucoup. Profite bien de Dubaï et puis merci de ton témoignage et sans doute à bientôt. Merci beaucoup Olivier, à très bientôt. Eh bien pour moi, cet épisode de Vivre à Dubaï est une bonne nouvelle, en quelque sorte. Cette ville extrême, qualifiée parfois de superficielle et pas forcément facile à vivre, surtout en plein été, où il peut faire jusqu'à 72 degrés ressentis, genre en plein soleil, eh bien avec un peu d'adaptation, Dubaï est aussi une ville où il fait bon vivre, où on peut s'éloigner de ce côté artificiel, si on a la chance de pouvoir le faire, où on peut profiter d'une ville-quartier à taille plus humaine, tout faire à pied par exemple, et profiter de la plage de novembre à avril, avec des températures beaucoup plus clémentes. Une ville nature aussi quelque part, puisque le désert et ses excursions en 4x4, ses nuits étoilées n'est jamais bien loin. Mais c'est surtout, comme on l'a dit plusieurs fois dans cet épisode, un dépaysement garanti à 6 heures d'avion maximum de la France et avec un décalage horaire de 2 ou 3 heures seulement. À méditer. À la prochaine et bon voyage d'ici là. Salut! Retrouvez Vivre à en replay sur le site de votre radio. françaisdanslemonde.fr